Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier live des As, As pour animateur sécu. Donc live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spirglas. Salut Mathias. Salut Jean-Marc. Bon, on a du monde. Le son marche. On croise les doigts, on va essuyer les plâtres avec vous pour ce premier rendez-vous. On espère que tout va bien marcher. J'ai vu que Jeff Chapuis, notre invité, s'est été connecté. On est ensemble pendant 1 heure. Et l'idée, c'est que si tout se passe bien, si on survit à ce premier live, le rendez-vous, il deviendra récurrent, il se répétera tous les 3e mercredis du mois, en gros à la même heure, peut-être 18h30. Excusez-moi. Et chaque live va se dérouler de la même façon. On prend 10 minutes au début pour parler de l'actu du réseau des émetteurs sécu et pour parler aussi plus généralement de l'actualité de la gestion des risques pendant ces 10 minutes. On prend 10 minutes à la fin pour faire connaissance avec un animateur sécu, l'AS du mois, donc un animateur sécu différent chaque mois. Et entre les deux fois 10 minutes, on reçoit un invité pour une interview longue de 40 minutes sur un thème à chaque fois qui nous semble intéressant pour les animateurs sécu. Et aujourd'hui, on parlera du mental en parapente. Alors, vous pouvez intervenir pendant l'émission en posant des questions dans le chat par écrit. Donc, si vous pourriez accéder, il faut cliquer sur en bas de votre écran converser. En attendant, peut-être enlever votre webcam, c'est meilleur pour le réseau. Et on va démarrer, donc du coup, Mathias, avec l'actu du réseau des animateurs sécu. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathias, de notable ces temps derniers dans le réseau ? Oui, alors Jean-Marc, un événement important et annuel pour le jeune réseau des AS a eu lieu le 5 décembre dernier, en distanciel parce qu'on connaît la situation. C'était donc le second rassemblement des animateurs sécurité qu'on a nommé RASAS pour les intimes, à mettre en rapport avec le RASMO, Rassemblement des moniteurs. Vous avez certainement suivi les lives cet automne. Ouais, bah, on aime bien les acronymes à la FFVL, mais peut-être avant tout, ce réseau des animateurs sécu, à quoi il ressemble, combien il y a de membres, on en est où ? En gros, il y a 90 animateurs sécurité, ce qui est bien au-delà des objectifs de la Fédération française de vol libre. Et 25 de ces 90 animateurs sécurité étaient présents donc lors de ce RASAS et ont pu débattre et échanger sur leurs pratiques au cours de 5 ateliers qui portaient sur des problématiques aussi diverses que la communication interne et externe, l'accidentologie et les retours d'expérience, les actions promues par les AS au niveau local, ou encore la pédagogie de la gestion des risques auprès des pratiquants. Ces ateliers ont donc permis de dégager des pistes d'animation et de progrès pour le réseau des AS. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, ou même beaucoup plus, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo de synthèse sur la liste de diffusion du réseau. Ok, donc 90 AS sur potentiellement à peu près 500 clubs. Donc voilà, il y a encore une bonne marge de progression. Peut-être autre actu du réseau, Mathias, des avancées sur le projet Mousqueton drivé par Eric Ferlet. Tu nous racontes ? Alors en effet, ce projet Mousqueton, il a été lancé et relancé depuis 2018, puisque la communauté libériste mondiale a subi 5 accidents provoqués par la rupture en vol et en gonflage au sol des mousquetons principaux sur des parapentes solo et biplaces. Et ce que révèle l'étude de résistance et de fatigue des matériaux menée par Éric Ferlet et relatée par Benjamin Herry, animateur sécurité donc d'Étoile du Sud, c'est que c'est le matériau dont étaient constitués certains de nos connecteurs qui est en cause. Il s'agit d'un alliage de zinc et d'aluminium appelé Zicral, qui a une tendance avec l'âge de ne pas travailler correctement et d'entraîner potentiellement des ruptures catastrophiques. Alors Éric Ferlet a collecté différents types de connecteurs fournis par les parapentistes, les a testés, travaillés, fatigués systématiquement pour en éprouver la résistance dans la durée. Et donc cet article est à paraître en mars prochain dans le numéro 111 de Vol Passion. C'est la première et espérons-le pas la dernière contribution du réseau des AS aux publications fédérales. Et donc j'en profite pour vous rappeler ou vous appeler à ne pas hésiter à nous proposer des articles pour les publications fédérales, que ce soit Vol Passion ou Nouvelles, pour animer le réseau et informer les pratiquants. Ok, bah écoute, c'est bien noté, Mathias, mais et peut-être
On rappelle comment on fait pour devenir AS, pour ceux qui ne sont pas AS et qui nous suivent peut-être en live sur YouTube, par exemple. Alors, pour devenir AS, il faut déjà qu'il y ait un accord dans votre club et que le comité directeur de votre club, une fois la décision prise de vous nommer AS a été réalisée, de déclarer cela sur l'intranet fédéral pour que, dans un deuxième temps, je puisse vous inscrire sur la liste de diffusion du réseau par lequel vous avez tout un tas d'informations intéressantes. Et un point important à nouveau, si jamais votre club change d'AS, parce que pour des raisons de déménagement ou autre comme ça, il faut bien sûr m'envoyer un mail pour que je puisse faire le switch sur la liste de diffusion. Et donc, c'est toi le hub de tout ça. Voilà. Peut-être un petit zoom arrière. Plus, en général, on sort de la communauté des AS, mais en termes de gestion des risques, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as envie de partager comme actu intéressante dans le mois qui vient de s'écouler? Alors, je vais commencer cette petite revue de contenu qui devrait porter sur la gestion des risques, par justement ne pas en parler. Parce que, et pour pas risquer de vous barber, ce premier live des AS sera placé sous les auspices du plaisir, parce que c'est bien important et qu'on en a bien besoin en ce moment. Quand Tony Lamiche, guide de haute montagne, invite Bertrand Soulol, un ancien praticien de la gestion des risques dans l'industrie, on n'en déduit pas spécialement qu'il va nous parler du plaisir dans la pratique des sports de montagne. Je ne sais pas pourquoi on associe souvent industrie à des plaisirs, mais c'est le cas. Et donc pourtant, dans ce premier épisode de la deuxième saison du Mich Live, il se demande pourquoi on parlerait plus des problèmes, des accidents ou des incidents, finalement, que du plaisir qu'on a à pratiquer ces sports de montagne. Selon lui, il y a une majorité de moments où, dans nos pratiques, où tout se passe bien. C'est donc de cela qu'il faut parler en priorité, car c'est dans ces moments-là où l'humain est au centre de notre pratique qu'on apprend le plus de ce qu'on a fait pour que cela se passe effectivement bien. Mais attends, oui, si j'ai bien compris, il ne remet pas en cause l'utilité de débriefer les moments où ça se passe mal, les incidents, les accidents, mais par contre, dans ce live, il dit il faut aussi étendre cette culture du débrief aux moments qui se sont bien passés. Il ne faut pas juste parler des trains qui arrivent en retard, quoi. Mais d'où ça vient cette pratique du débrief des moments positifs? Il le tire d'où? Alors, il tire cette pratique des moments positifs, du plaisir qu'on a éprouvé à pratiquer une activité, d'une réflexion qui est tirée de l'utilisation d'une courbe bien connue dans l'industrie, construite par un certain Bradley. Vous le saurez, il était gestionnaire des risques chez Dupont de Nemours, et qui vous permettra, sinon de briller en société, de comprendre en gros que plus on partage et on intègre des valeurs autour du plaisir d'une activité, plus on est à même d'apprendre à gérer les risques. Alors bien sûr, de là découle naturellement l'apprentissage de la gestion des risques, qui suit d'un cheminement qui part de l'individu vers le collectif. Alors le premier réflexe, quand on commence une activité, c'est d'agir en primitif. On va oublier jusqu'à la connaissance des risques, on va rejeter les règles, même les plus élémentaires. Ça se résume par « plus tu m'imposes, plus je m'oppose ». C'est bien, ça rime, oui, ça peut me rappeler certains libéristes, moins compris. Comment on sort du plus tu m'imposes, plus je m'oppose? Alors, dans une deuxième étape, qui s'appelle la dépendance, on va tout d'abord respecter les règles comme des objectifs subis, c'est-à-dire sans plaisir, sans en saisir la philosophie, ni finalement leur raison d'être. D'accord, donc on est bête mais discipliné, c'est pas le nirvana non plus, c'est pas le rêve. Et le stade d'après, c'est quoi? Alors, dans l'étape suivante, l'indépendance, le pratiquant commence à participer à l'appréhension de son environnement en collectif. Il va y avoir du compagnonnage, on va être accompagné pour essayer de définir la manière dont on peut se représenter cet environnement. Du coup, ici, c'est plus tu m'impliques dans la décision, plus je m'applique. Et on commence donc à partager des analyses, des valeurs et finalement partager du plaisir. Plus tu m'impliques, plus je m'applique. Ouais, ok, c'est déjà un peu mieux que les deux stades précédents. Et alors le stade ultime de l'évolution d'après le Mich Live, raconte-nous. Alors Jean-Marc, la dernière étape, c'est l'interdépendance. Alors Bertrand Soulol nous enjoint à être en solo, mais
bien inséré dans le collectif, hein, ce qui fait bien sûr écho à notre condition de libériste, hein, puisqu'on pratique tout seul, et puis on est bien sûr inséré dans un collectif. Bref, comme on partage ensemble cette vision, on partage aussi le plaisir d'apprendre, de valider les idées, les représentations de la situation. Ok, donc c'est l'interdépendance, un espèce de, comment dire ça, d'objectif ultime de la progression. Toute autre chose, 2 articles, je crois, sur les trackers en vol libre. Alors, tout autre chose, mais en fait pas tout à fait, autre chose, hein, puisqu'il s'agit encore de plaisir dans ces 2 articles. L'un en français de Roland Vacogne dans un numéro à paraître de Parapente Plus, et l'autre en anglais de Gavin McClurg, hein, le coureur bien connu de la X-Alpes, hein, dans le numéro 215 de Cross Country, hein, celui de novembre. Et ben, on y parle du plaisir, comme je vous disais, plaisir de partager notre position, plaisir de partager nos tracés, plaisir de partager nos aventures. Ce plaisir est combiné avec la possibilité, le cas échéant, d'obtenir sans retard un secours ou une récupération rapide et salvatrice, hein, puisque c'est toujours pratique d'être récupéré par les copains lorsque on est posé à Tataouine. Et on y retrouve la description de dispositifs de tracking pour éviter les situations où l'angoisse de l'accident est associée avec le déplaisir de la disparition. Il faut retenir que ces différents dispositifs de tracking ne permettent pas d'éviter l'accident, évidemment, mais de rendre notre pratique plus attentive et plus consciente des autres par le partage et l'implication du collectif. Ok, Mathias, vive les trackers. Peut-être une dernière info, un crépage de chignon entre 2 people du vol libre. Ah oui, j'imagine que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, hein. Tout commence par un article du champion d'accro Théo de Blic dans Parapente Mag intitulé Crosseur, fête de l'accro. Bien sûr, Maxime Pinault, crack du vol de distance, réplique sur Facebook. L'essentiel en cross, c'est pas la technique de pilotage, c'est l'analyse de l'environnement et le cheminement. S'ensuit un échange vif mais constructif, en tout cas c'est ce qu'il me semble. Bien sûr, les 2 points de vue sont complémentaires, les 2 tombent finalement d'accord sur l'importance de placer le plaisir au cœur de la pratique, et tout cela pour trouver ou retrouver la sérénité et la confiance. J'ai résumé tout ça à gros traits, mais la lecture de l'ensemble de l'échange est vraiment inspirant, qu'on soit crosseur, acromane ou les 2. Ok, merci Mathias. Bon, c'était pas vraiment un crépage de chignon alors du coup. Vous retrouverez toutes ces références sur la page de veille de Sécu Parapente. Vous rentrez juste Sécu Parapente tout attaché dans Google et vous allez tomber dessus. On passe, ah ben je vois entre-temps Jeff Chapuis qui est bien arrivé, qui est bien là. Et ben ça tombe bien, on passe au plat de résistance de ce live. Plat de résistance donc qui est consacré au mental en parapente. Et pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous Jeff Chapuis. Bonjour Jeff, tout va bien? Tu nous entends bien? Bonsoir, tout va bien, merci. Super. Donc Jeff, tu es avec nous pour à peu près 40 minutes d'interview. Si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à poser des questions à Jeff sur le chat. On essaiera de les faire remonter. Jeff, tu as un CV un peu long comme le bras, donc je ne vais pas être complet, mais je vais juste te dire que tu es moniteur de parapente. Tu as un passé de compétiteur de haut niveau en Coupe du Monde. Tu es également formateur de moniteurs à l'ENSA. En particulier sur une compétence qui va nous occuper ce soir, le mental, la pédagogie du mental, comment on aide les pilotes là-dessus. Est-ce que j'oublie quelque chose dans la présentation? Globalement, on a fait le tour des plus gros moments de ma vie ou ceux qui ont été le plus occupés par le vol libre. Oui. Génial. Bah écoute, allez, on y va, on rentre dedans. Je pense que maintenant, dans le milieu, c'est assez unanimement reconnu que le mental, c'est important dans la progression, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme mental? Quelles sont les compétences qui sont en jeu, qui sont utiles en mental pour un pilote de vol libre? Alors, pour résumer, c'est très compliqué de le faire aussi simplement qu'en une phrase, mais globalement, ce sont toutes les habilités qui nous permettent de lier ce que l'on ressent dans le monde physique, avec ce que l'on veut faire et comment on va donner une réponse à ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que c'est tous les processus cognitifs qui vont faire entrer en jeu le cerveau, finalement, pour produire des actions. Ok, est-ce que la gestion des émotions, ça fait partie
Du tableau? Absolument, puisque les émotions participent à la vie mentale de tout être humain et donc ont une influence sur l'activité cognitive de l'être humain. OK, super. Donc, gestion des émotions, du stress éventuellement, mais pas que, de l'envie, du déplaisir, de la frustration. Je pense qu'on connaît tous, enfin, on est tous confrontés à ça en tant que pilote du vol libre. Bon, ça nous amène au point d'après qui va nous occuper pendant un moment, c'est, comment on fait pour, aider, les pilotes, à progresser sur ces compétences-là? Et déjà peut-être, plus précisément ma question, est-ce qu'on enseigne ces compétences comme on ferait un cours magistral, sur, je sais pas, l'aérologie ou la mécavole? Est-ce que ça s'enseigne pareil? Alors, disons que j'ai un peu un avis sur la façon d'enseigner par cours magistral qui s'oppose un peu à ce qu'on pourrait imaginer faire ou devoir faire comme lorsqu'on va apprendre à l'école. En ce qui concerne le mental, je ne pense pas qu'on puisse l'enseigner de façon magistrale, mais surtout, on doit développer, parce qu'il s'agit de compétences, de être compétent en tant que pilote, et on doit développer la compétence mentale chez le pilote. Et ça passe par des mises en situation euh, qui, euh, qui vont finalement permettre à l'individu de construire sa compétence mentale. OK, donc si je comprends bien, je parle sous ton contrôle, on est plus dans un process de, comment dire ça? De construction plutôt que de transmission d'un savoir qui est préétabli et qui existe. C'est ça? Absolument. J'aimerais introduire là une définition de la compétence de pilote, quelque part, qui consiste à être compétent comme pilote, c'est posséder des ressources que l'on va combiner les unes entre elles dans un contexte donné, dans un moment donné, pour permettre de donner une réponse à une situation donnée. Et ceci, ça s'enseigne, mais ça ne s'enseigne pas par un cours magistral. Ce n'est pas parce qu'on va avoir expliqué à quelqu'un ou dit à quelqu'un, ou on va avoir informé la personne sur comment on fonctionne, que l'on va créer les connexions dans le cerveau de la personne pour qu'elle puisse être capable ou être compétente dans une situation donnée. Et utiliser ces ressources vues dans une séquence d'informations pour les utiliser habilement, les combiner habilement et produire un résultat. D'accord, donc le cours magistral, ça marche pas, on l'a bien compris. Quels sont les autres outils à disposition du moniteur, préparateur mental, pour, justement faire ce que tu décris? Alors, je voudrais faire une petite aparté, je voudrais amener une petite nuance. Quelque part, il faut distinguer être compétent et avoir des compétences ou avoir des ressources. Et les ressources, on peut les acquérir par des moments pédagogiques qui sont magistraux quelque part. On peut faire un cours magistral pour acquérir du savoir. Lorsque le savoir n'est pas uniquement de la connaissance, il va falloir permettre à l'individu d'acquérir du savoir avec l'expérience et dans l'entraînement lors de situations données. Quand tu dis des situations données, c'est des situations de pratique, de vol, par exemple? Des situations de pratique de vol, des situations de simulation, des situations de projection ou d'imagerie mentale, de construction d'un schéma de l'action qui va se produire. Euh, ça va être aussi beaucoup de retours d'expérience. De retour Et d'expérience, excuse-moi, je te coupe, dans le sens, tu débriefes longuement avec le pilote sur ce qui vient de se passer, ce qu'il a ressenti? C'est dans exactement, ce sens-là? un des leviers fondamentaux, parmi tous les leviers qu'on a, ça consiste vraiment à débriefer avec l'individu, mais pas n'importe comment, en allant rechercher la pratique de son activité, parfois en profondeur, pour comprendre les rouages finalement de ce mental qui va permettre de valider ou d'invalider des processus
qui conduisent à produire des actions positives ou négatives. J'entendais tout à l'heure que vous parliez pourquoi débriefer aussi sur le positif. C'est capital, parce que l'être humain a besoin d'avoir un feedback sur ce qu'il fait de bien pour l'ancrer, le conserver. Ok. Et donc, le but du jeu dans tout ça, quand toi, tu es dans la position du préparateur mental, c'est, si j'ai bien compris, c'est d'aider le pilote par ce long débrief à comprendre lui-même comment il fonctionne dans ces situations-là de vol particulières. C'est ça? Exactement. Et notamment, la façon dont on s'y prend, c'est de choisir très souvent, l'idée c'est de choisir un moment singulier de la pratique du pilote qui a posé problème au pilote ou qui a donné satisfaction au pilote, d'aller rechercher dans l'action les rouages de cette action pour comprendre à quel moment il peut y avoir un dysfonctionnement. À quel moment, par exemple, il peut y avoir un dysfonctionnement apporté par des croyances qui peuvent être limitantes. On va, on va revenir là-dessus tout à l'heure, hein, sur cette notion de croyance. Mais peut-être dans ce process de débrief où on fait revivre très très précisément la situation et en particulier ce qui a posé problème, est-ce que toi, en tant que préparateur mental en face du pilote, est-ce que tu es là pour lui proposer des solutions, pour dire, bah voilà, ah, tu as fait comme si, on vient de le faire ressortir avec le débrief, il aurait fallu faire comme ça. Est-ce que ça marche ça en préparation mentale? J'entendais tout à l'heure dans la revue de presse du moment que on proposait de ne rien imposer, mais plutôt éventuellement de proposer, ou alors de faire deviner à la personne ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. L'idée du préparateur, l'idée dans la démarche du préparateur mental, c'est pas de donner des préconisations ou de proposer des injonctions au pilote, de lui dire fais ci, fais ça. Ça consiste à avec lui, mettre le doigt, déplier l'action qu'il vient de vivre ou qu'il a vécu des fois un long moment en arrière, déplier l'action pour regarder à l'intérieur de ces plis ce que l'on ne voit pas, ce qui se cache à l'intérieur et qui parfois, justement, sont ces rouages dysfonctionnels, quelque part. D'accord. Mais est-ce que, je pose une question en t'écoutant, est-ce que nos moniteurs qui sont quand même formés pour être des experts d'un certain nombre de situations et pour proposer des solutions, cette nouvelle posture du préparateur mental qui est pas là pour fournir des solutions, mais qui est là pour aider le pilote à mieux comprendre comment le pilote fonctionne, est-ce que nos moniteurs savent faire ça? Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Alors, c'est quelque chose quand même de très nouveau, puisque à la fédération, on prend conscience depuis quelques années déjà de l'importance du mental. Euh, on prend aussi conscience dans la formation des moniteurs de cette importance. Ça vient doucement. Et en plus de ça, on se heurte un peu à certaines croyances du milieu ou certaines difficultés pour lesquelles on n'est pas formé dans le milieu pour arriver à converser sur le sujet et à faire un peu évoluer les mentalités. Dans la nouvelle formation que l'on propose aux moniteurs, aux nouveaux moniteurs, on intègre de plus en plus cette dimension mentale D'accord. et cet Alors, apprentissage. ok. Et quels sont, mais du coup, les outils que peut s'approprier le préparateur mental pour être bon dans ces phases de débrief que tu évoques et dans cette démarche-là, d'aider le pilote à déplier? Alors, un des outils les plus utilisés s'appelle l'entretien d'explicitation. Il s'agit de... C'est typiquement dans la situation de débriefing où on va faire revivre un instant singulier à la personne qui est capital pour elle, que l'on va utiliser cet entretien d'explicitation qui consiste essentiellement à poser des questions pour aller chercher dans ces fameux plis qui ne sont pas visibles comme ça à l'œil nu les tréfonds de l'action.
Est-ce qu'il y a une façon particulière de poser des questions dans cette technique de l'entretien d'explicitation? Ou est-ce que c'est juste une discussion qu'on pourrait avoir, au bar, de l'apéro de façon tout à fait informelle? Ou est-ce qu'il y a vraiment une technique particulière à cet entretien d'explicitation? On peut faire un entretien d'explicitation au bar. Néanmoins, il y a des codes à respecter, il y a un mode de fonctionnement de cet entretien et des techniques à mettre en œuvre, comme déjà s'assurer que la personne est bien d'accord pour livrer ou répondre à des questions sur l'événement qu'il a vécu. Un autre incontournable, c'est de créer un contrat de communication, d'expliquer ce que l'on va proposer à la personne et d'avoir en retour son consentement. D'accord, alors je crois qu'en préparant cette interview, tu avais évoqué une question qu'on n'a pas le droit du tout de poser dans un entretien d'explicitation parce qu'elle ne marche pas, c'est la question du pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Heu, Bah, justement, moi je la pose. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans un entretien d'explicitation, ça? Alors, le pourquoi, il est globalement pas productif dans l'entretien d'explicitation parce que on va amener la question à la personne à se justifier. Pourquoi tu as fait ça? Et donc la justification va tuer l'objectif recherché qui consiste à s'interroger sur le comment de l'action. Et c'est grâce au comment de l'action que l'on peut arriver au pourquoi quelque part. Mais c'est subtil, c'est un peu comme un jeu de billard en bande. On va aller chercher le comment pour arriver au pourquoi. OK, donc le pourquoi on n'a pas le droit, mais on aimerait bien quand même savoir pourquoi il a fait ça. Donc du coup, la façon de poser la question, ce serait quoi? Tu ferais comment? Imagine, voilà, je te décris que, en plein milieu de vol, j'ai décidé, de faire des immenses oreilles parce que j'étais pas bien. Tu aimerais bien savoir pourquoi j'ai fait ça. Comment tu me poses la question? Une des entrées pour arriver à poser ces questions, c'est déjà de demander à la personne de décrire le contexte pour la replonger dans l'action et quasiment lui faire revivre en décalé l'action qu'elle a vécue en vol. Et par exemple, une question que l'on pourrait poser, ce sont des questions ouvertes. Quoi qu'il arrive, ce sont des questions ouvertes qui vont permettre, donc, comme je le disais, je le répète, d'aller chercher ce que la personne a produit globalement. Comment elle s'y est pris pour faire l'action. Alors, je poserai la question, c'est difficile sans exemple précis, sans partir d'un point de départ, mais si la personne se met à s'en aller d'une zone parce que elle a pas confiance, elle a peur, on pourrait lui poser la question, mais qu'est-ce qui te conduit à ce moment-là à faire cette action? D'accord. Pas pourquoi tu as fait ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Donc du coup, ça lui fait se remémorer cet instant-là, dans quel état d'esprit il était à ce moment-là et tu comprends le pourquoi comme ça, sans lui demander de se justifier. C'est Voilà, ça? exactement. Et on peut accéder justement à un des plis là. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? On va accéder à peut-être, mais qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là qui m'a fait prendre cette décision? Qu'est-ce que j'ai cru à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? À l'intérieur de moi, dans la masse d'air. Et donc là, on va accéder à toute l'activité du pilote, son activité mentale, à ce qui se passe à l'intérieur, ce qui le gère. D'accord, et c'est ça qui te fait Mathias. progresser. Mathias, c'est une question sur le chat peut-être? Ah Mathias, il faut que tu rallumes ton ouais. Ouais, c'était pas une question sur le chat, c'était une question, de ma part, et comme, on est en présence des animateurs sécurité, est-ce que tu penses que justement cet, entretien d'explicitation, il pourrait être mené par les animateurs sécurité sans avoir finalement une formation, propre à cette chose-là? Enfin, c'est un peu la question. Alors, je pense qu'on peut amener les animateurs sécurité à s'emparer de la posture et on peut aussi les amener à utiliser les techniques d'explicitation. Si l'on ne passe pas par un entretien qui peut être long
et parfois un peu étrange, on peut quand même utiliser des techniques de l'explicitation pour faire ressortir l'activité mentale du pilote et l'activité globale du pilote. C'est ce qu'on va appeler le réel de l'activité. Le réel de l'activité, ça comporte l'activité réelle que l'on peut voir, que l'on peut filmer, et ça comporte aussi ce que voulait faire le pilote, ce qu'il a décidé de faire, ce qu'il n'a pas pu faire. C'est toutes ces dimensions qui sont internes, incorporées au pilote, qui sont explorées grâce à ces techniques d'entretien, techniques d'explicitation. Pour donner un petit exemple, une enseignante qui va proposer un exercice à des enfants de faire par exemple une multiplication, l'enfant ne réussit pas. On ne va pas aller lui dire « mais pourquoi tu as raté ?» L'enseignante va plutôt aller lui demander « comment tu t'y es pris pour faire ce calcul ?» L'important aussi, c'est d'exclure le non-jugement. Donc il y a quelque part une charte à mettre en place dans l'entretien d'explicitation ou dans les moments où on va utiliser la technique d'explicitation, qui notamment est le non-jugement, qui notamment est le droit au joker. La personne, si elle ne veut pas répondre, elle a le droit de ne pas répondre. Ok, donc ça, c'est ce que Oui. tu évoquais au début, de poser un contrat d'abord entre le préparateur mental et le pilote, de lui dire on est dans le non-jugement, le but du jeu, c'est de te faire progresser, etc. etc. Mathias, tu voulais rebondir? Ouais, Juste, je voulais dire de poser un cadre, comme tu le dis. C'est le cadre, on reste à l'intérieur du cadre et il est contenant de la discussion ou de l'entretien que l'on va avoir pour que la personne se sente à l'aise et puisse se livrer. Mathias? oui, alors depuis le début de la mise en place de ce dispositif d'animateur sécurité, les animateurs sécurité nous ont dit on a un gros problème, on ne sait pas comment parler avec les pratiquants. Parce qu'à chaque fois qu'on vient sur le terrain de la gestion des risques ou de la sécurité, ben, on nous dit non, mais arrête de m'embêter avec tout ça, ou alors on ne veut pas répondre, etc. Et peut-être que la piste de l'entretien d'explicitation serait intéressante justement pour savoir comment parler, justement. La piste de l'entretien ou des techniques d'explicitation, le travail sur la posture sont sans doute des portes d'entrée pour rentrer en relation avec les pilotes et pouvoir parler de sécurité. Ok, bah alors l'entretien d'explicitation, ça ne s'improvise pas. Toi, tu as suivi et tu continues à suivre des formations universitaires. Qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce qu'il y a des ressources faciles, accessibles pour progresser un petit peu en autodidacte sur cette technique de l'explicitation? Alors, pour progresser en autodidacte, il y a des ouvrages, et notamment le créateur de l'entretien d'explicitation, c'est Pierre Vermersch, qui malheureusement est décédé il y a très peu de temps, et qui a, lui, mis au point cette technique pour permettre à tous les professionnels de débriefer d'autres professionnels en général. Et donc, je pourrais mettre quelques documents à disposition des animateurs. Super. Mathias? Alors, cette fois-ci, une question de Corentin dans le chat qui demande si on utilise la même méthode pour un pilote expert qui veut augmenter sa performance ou un pilote qui revient d'un accident. Cet outil peut être utilisé dans les deux cas. Ouais, cet outil, enfin, moi, je l'ai découvert en m'y formant un tout petit peu, mais il vous a pas échappé qu'il peut être aussi utilisé dans plein d'autres situations de la vie, pas juste avec des pilotes. Et à commencer par, pour les parents qui nous écoutent, avec les enfants, c'est d'une puissance absolument remarquable. Ok, il y a autre chose que tu as évoqué. Déjà, Jeff, on a vu cette notion de croyance. Donc, si j'ai bien compris, c'est un des objectifs des entretiens d'explicitation, de faire ressortir éventuellement des croyances, ceux du pilote. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ces croyances? Et peut-être, est-ce que tu as des exemples de croyances à nous soumettre? Alors, je peux soumettre des exemples de croyances que j'ai pu mettre à jour pour certains pilotes que j'ai questionnés et en fait donner un ou deux exemples majeurs.
Notamment, j'étais à Saint-André-les-Alpes et avec une formation de moniteur. Et à ce moment-là, on devait travailler sur le débriefing vidéo. Au passage, je fais juste une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que l'entretien d'explicitation pour permettre d'accéder au vécu de la personne et au rouage de son activité mentale. Il y a aussi d'autres outils comme l'autoconfrontation, c'est-à-dire le débriefing vidéo, mais ça doit se mener de façon très rigoureuse. Et il existe aussi l'instruction au sosie, mais peut-être qu'on y reviendra. Je referme la parenthèse. Ouais, Et, reviens sur donc, je reviens sur mon exemple où j'exprimais, lors de cette formation de moniteur, on était censé faire du débriefing vidéo. Et sur le site de Saint-André-les-Alpes, il y avait un club qui était présent avec des pilotes de différents niveaux qui décollaient aux alentours de 11h midi. Et lorsque on a filmé et observé et entre guillemets décrit ce que l'on voyait sur les décollages de ces pratiquants, il y a un pratiquant qui gonfle sa voile et qui décolle bras haut. Et là, ça nous interpelle énormément et on se dit, mais comment ça se fait qu'un pilote qui sort du décollage à Saint-André-les-Alpes à 11h30 midi, quand on a une activité thermique qui commence à se mettre en place, est capable de décoller avec les mains bras hauts. Donc, sans ressentir sa voile, je ne vais pas aller trop loin, mais sans être capable de percevoir ce qui peut se passer dans les commandes et risque finalement de rencontrer une turbulence, éventuellement une fermeture, etc. Donc l'idée, c'était de se dire, mais comment ça se fait que cette personne fait à ce type de comportement? Donc j'ai proposé à ce pilote de ce club, s'il voulait bien se livrer à l'exercice, de l'interviewer. Donc, je l'ai interviewé, donc on a précisé le contexte avec les élèves moniteurs, etc. Et à ce moment-là, le pilote nous a livré qu'il il avait en lui une croyance, ou du moins une vision de la pratique qui s'était transformée en croyance, et elle était celle-ci: vitesse égale sécurité dans sa tête. Et là, on peut tout de suite imaginer qui lui a appris qui lui a appris, je dirais presque ce proverbe un peu qui court dans notre milieu, et comment il l'a appris, etc. Et c'est pas forcément son moniteur qui est en cause. Mais lui, il nous a dit, mon moniteur m'a toujours dit vitesse égale sécurité. Donc moi, quand je décolle, j'ai besoin d'être en sécurité au décollage. Donc, je me mets bras haut et j'ai de la vitesse. Et voilà comment on a découvert une croyance qui était accidentogène à ce moment-là pour ce pilote. D'accord. C'est Jérôme Canet aussi dans ses lives qui parle beaucoup de cette notion de croyance avec, donc là, ce que tu as pointé, c'est une croyance toxique du coup pour le pilote, enfin en tout cas accidentogène dans cette phase de vol. Est-ce qu'il existe aussi d'autres types de croyances qui sont plus positives ou qui ne sont pas toxiques, tout simplement? Et il y a des croyances qui, dans certains contextes, ne sont pas toxiques. Donc, finalement, l'idée de croyance, c'est vraiment lié au contexte où il peut y avoir des croyances. Bon, ben, j'enfile mon gant droit avant mon gant gauche et je sais que ça va bien se passer. Bon, c'est pas si accidentogène que ça n'a pas beaucoup d'influence. Bon, si le gars il s'aperçoit qu'il a enfilé le gauche avant le droit, il peut aussi l'enlever et le remettre. Elle n'est pas tant limitante, cette croyance, en fait. Mmh. Ça, Et nous, on va, ça m'évoque, excuse-moi, ça m'évoque ton pilote qui décolle bras haut, une croyance symétrique. C'est les pilotes qui atterrissent bras haut parce qu'on leur a dit une fois, en général au début de la progression, une finale, c'est bras haut. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est aussi une croyance, ça? Alors, la croyance, finalement, elle vient, comme je disais, aussi du contexte dans lequel elle est utilisée. Et à l'atterrissage, c'est un autre contexte.
on dit beaucoup aux pilotes, il faut atterrir bras haut pour avoir de la vitesse, de l'énergie de l'énergie cinétique à dissiper ensuite en ressources et aussi pour contrer le gradient. Seulement, ce qu'on oublie de dire aux pilotes, c'est que bras haut, ça ne veut peut-être pas forcément dire les commandes totalement molles et les bras jusque, ou plutôt la poignée qui touche la poulie. C'est-à-dire une situation où on ne va pas sentir sa voile et on ne sera pas en mesure, grâce à ses sens, de percevoir un incident qui est en train d'arriver sur la voile ou le pilote, et donc ça va le limiter dans sa capacité à réagir derrière. Donc, Ok, effectivement, donc en fait, il fallait comprendre non pas bras haut, mais bras le plus haut possible en fonction de l'aérologie du moment, c'est ça? exactement, parce que c'est beaucoup moins grave de venir un peu vite sur son airbag par terre que d'avoir une fermeture asymétrique qui va vous faire un départ d'autoroute et là, venir vous faire percuter le sol avec beaucoup d'énergie. Mathias? Alors, une petite question. Est-ce que les routines, hein, les routines comme les checklists, etc., ce sont des croyances qui sont de bonnes croyances? Alors souvent, on associe à ce fameux mot routine une connotation négative. En fait, dans le sport, on appelle routine toutes les procédures qui sont mises en œuvre pour ne rien oublier finalement. Une checklist, finalement, c'est aussi une routine. Il me semble, je ne sais pas si vous connaissez cet adage, la routine tue. Ce n'est pas la routine qui tue, c'est les habitudes et c'est le fait de ne pas être concentré sur le monde extérieur qui nous empêche de percevoir le danger qui arrive. On ne voit pas le danger. Et là, effectivement, c'est la voiture qui arrive d'un endroit où d'habitude, il n'y a jamais de voiture qui arrive, par exemple. Ou en fait, elle ne devrait pas arriver. Une question qui s'adresse à ton expérience de dénicheur de croyances. Est-ce que le fait de prendre conscience de ses croyances, est-ce que ça suffit de s'en affranchir? De s'en affranchir, évidemment, quand la croyance est toxique. Oui, alors ça permet de s'en affranchir, effectivement, et surtout si, en plus de ça, c'est la personne qui prend conscience globalement elle-même de cette croyance et qui vient éventuellement la comparer avec une attitude, on va dire, normée ou normale, ou préconisée ou idéale pour la situation. Si la personne se dit ah mais oui, on m'a toujours dit de garder du frein pour ressentir ma voile, et qu'elle finit par comprendre qu'en arrivant bras haut sans sentir sa voile par elle-même, qu'il y a comment dire, il y a un écart, et bien là, elle va l'avantage en fait de lui faire deviner tout ça et de ne pas lui donner la solution. Elle va prendre d'autant plus la mesure de la découverte. D'où l'importance de co-construire avec la personne, on va dire, le débriefing, plutôt que de venir et d'apporter ah ben moi je t'ai vu, comme je vois très souvent des moniteurs en formation ou même des moniteurs sur le terrain donner moi je t'ai vu faire ça, on pourra voir à la vidéo aussi, hein. Donc si tu fais ça, c'est que en fait c'est pas bien, il faut que tu fasses ça et la prochaine fois ça va mieux se passer. C'est pas ça qui va permettre à la personne de comprendre ou d'agir, et elle va se dire ah bah oui, il m'a dit de faire ça à ce moment-là, donc je vais tout le temps faire ce qu'il m'a dit. Et seulement le jour où en fait il fallait pas faire comme ça, eh bien la personne n'aura pas la capacité d'adaptation puisqu'elle n'a pas dans sa boîte à outils quelque part les deux possibilités d'agir. Une question en t'écoutant, Jeff, moi ce que je visualise, c'est vraiment des interactions en binôme d'un préparateur mental avec un pilote. Comment ces outils que tu utilises et que tu décris, l'explicitation pour dénicher les croyances,
comment ça peut s'utiliser dans une situation plus collective avec plus de monde? Alors, ça peut être en école avec 6 stagiaires en même temps, mais aussi ça peut être en club avec des groupes de pilotes. Est-ce que ça marche aussi, ces techniques-là, quand on est plus nombreux que le préparateur mental et le pilote? Alors, cette technique, elle porte un nom, ça s'appelle l'analyse de pratique. Dans le milieu professionnel, on appelle ça l'analyse de pratique professionnelle ou alors l'analyse réflexive de pratique, où en fait, là, on va collectivement essayer de dénicher d'une situation vécue par une personne qui va exposer son cas, sa difficulté, son accident, sa réussite. On va essayer de trouver un biais d'entrée de problématisation collectivement pour aller explorer la situation, trouver en fait dans cette situation ce qui est intéressant à noter, à remarquer, à faire ressortir, donc du positif ou du négatif, pour ensuite le généraliser à d'autres situations. L'avantage de cette pratique, c'est que ça fait réfléchir tout le monde et ça renvoie la pratique de l'individu qui expose à sa propre pratique de personnes qui contribuent au travail du groupe. D'accord. Donc, ce sont plusieurs processus à l'œuvre. Du coup, tout le monde progresse, quoi. Celui Tout le qui monde écoute, progresse. celui qui partage, celui qui interagit. Exactement. Et donc, quand on met en place ce type de mode de fonctionnement ou d'interaction de situation, on n'est plus du tout dans la préconisation, dans l'injonction. Fais ci, fais ça. Les gars, au décollage, il faut bien penser à ci, il faut bien penser à ça. Grâce à cette pratique, qui est une pratique de formation, en fait, eh bien, on va développer la réflexion chez tous les pilotes. Et on va collectivement trouver des solutions. Super. Eh ben, écoute, ça me paraît un excellent mot de la fin pour notre interview. Le temps passe super vite en ta compagnie, Jeff. Peut-être une chose que tu voudrais rajouter avant qu'on clôture Oui, l'interview? je voudrais rajouter, en fait, on a beaucoup parlé de croyances, mais en fait, cette technique, elle ne permet pas que d'aller explorer les croyances. Elle permet aussi d'explorer les connaissances et les mauvaises connaissances notamment. Parce que lorsqu'on déplie l'action, on peut trouver une croyance dans le pli qui est limitante ou qui est accidentogène, mais on peut aussi trouver une connaissance qui est mal utilisée. Ou on peut trouver aussi des lacunes dans la compétence du pilote. Donc la croyance, c'est une chose, mais il y a encore d'autres thématiques que l'on peut explorer et qui sont la source parfois de certaines erreurs. Super. Eh ben, je nous souhaite beaucoup de plaisir à déplier plein de récits et plein de pilotes. Merci beaucoup, Jeff. Oui, peut-être Mathias, encore un. Ouais, alors, je fais part d'une réaction Très vite. dans le chat, justement, pour conclure. C'est Arnaud qui dit, et c'est très intéressant, mais il faut déjà, si ça remonte, bien être avancé en légitimité dans un club pour arriver à avoir cette posture-là. Voilà. Est-ce que tu peux faire juste un dernier commentaire justement à Cette posture, disposition? elle peut s'acquérir, on peut la travailler. Loin de là l'idée de faire ma promotion, mais j'ai proposé dans les futures thématiques Voler mieux de faire vivre à des gens ces situations d'analyse de pratique et éventuellement de permettre aux pilotes ou aux animateurs sécurité de découvrir et de se former doucement à cette posture et à cette façon de fonctionner. On a des remarques qui disent qu'effectivement la position de Candide est tenable dans ce cas-là, le Candide, il n'a pas besoin d'être légitime pour justement poser ce genre de questions. Il faut travailler, en fait, c'est ça la complexité de cette posture, c'est qu'il faut travailler à sa propre inutilité et ne pas avoir envie d'apporter des informations qui vont empêcher la personne d'accéder justement à cette activité mentale.
D'accord, donc soyons tous des candides, mais de fins candides formés et des experts en dépliage. Merci, merci beaucoup encore, Jeff. Tu restes avec nous pour la fin de l'émission, du live des As. On en a encore pour 10 minutes pour une rubrique importante qui nous tient à cœur. L'AS du mois. Alors, l'AS du mois, c'est pas comme chez McDo, hein, c'est pas l'AS qui a le mieux travaillé, mais c'est un AS qui vient partager avec nous. Ah ben, le voilà. Bonjour, Benjamin. Salut. Donc, Benjamin, tu vas te soumettre le premier à un flot de questions standards qui seront toujours les mêmes pour tous les AS. Première question, parle-nous de ton club. Ah oui, j'ai oublié de dire que tu es AS aux Toiles du Sud. C'est où les Toiles du Sud? Dans le sud, côté de Toulouse. Voilà, nous, on a un site à nous, pas loin de Toulouse, mais en fait, on ne vole pas vraiment sur Toulouse à cause de la zone aérienne notamment. Donc, on va plutôt dans les Pyrénées ou au nord. Donc, on profite, disons, de la générosité des clubs voisins qui nous permettent de voler autour, quoi. Voilà. Il y a combien de membres dans ton club? On est 150, donc on est, si je ne dis pas de bêtises, le plus gros club d'Occitanie. Ça commence à faire du monde. Et on a de tout, en fait, dans les profils. Diversité des profils, ouais, ça me rappelle quelque chose. Et diversité des pratiques aussi. Quelles sont les pratiques de vos membres? Ouais, en fait, c'est vrai que si on regarde, on a une poignée de compétiteurs, mais on a quand même des très bons crosseurs, hein, des gens qui font quasiment 200 km dans les Pyrénées, ce qui n'est pas rien quand même. Mais sinon, 80%, même plus, c'est des gens qui font de la pratique sur site, du vol loisir. Donc, non, c'est vraiment, vraiment calme, on va dire, entre guillemets, quoi. Et toi, alors, tu voles depuis quand? Moi, j'ai commencé en 97. Après, j'ai fait une grosse pause. Je m'y suis vraiment remis il y a 6 ans à peu près. Mais je fais partie des 80% de pilotes qui volent cool. La question pour cerner un pilote, c'est évidemment de lui demander sous quelle aile il vole. Justement, en fait, voilà, je vole les petites années, 15-20 heures, les grosses années, moins de 50. Donc, moi, j'ai fait le choix de rester sous une voile B gentille. C'est une Golden 4. Hein. Et voilà, par contre, j'ai quand même la qualif biplace et j'ai l'équivalent biplace, en fait. J'ai le Bill Golden 3 en voile B. Donc, voilà, pas une pratique engagée, tranquille, juste pour le plaisir. Est-ce que il y a un truc que tu adores en parapente? En fait, moi, le but ultime du parapente, c'est vraiment le vol bivouac itinérant. J'en suis loin. Mais du coup, je fais du vol rando, des choses simples, quoi, comme ça, un peu du vol local, un peu de cross, mais rien de bien méchant, quoi. Et ça, ouais, vraiment, le vol itinérant, c'est ça mon kiff, on va dire. Un truc que tu détestes en parapente? C'est un peu lié au fait que je vole pas beaucoup, c'est l'altitude, vraiment, enfin, d'être vraiment, vraiment avec plein de gaz et de grosses turbulences. Et quand j'ai le combo des deux, là, c'est pas terrible. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à être animateur sécurité? Et ben en fait, c'est pour revenir à ce que j'aime vraiment, le vol bivouac itinérant. Avec mon pote, on voulait partir dans un trip comme ça à l'autre bout du monde et en biplace. Puis bon, il fait 110 kilos, donc histoire de rajouter des challenges. Et là, je me suis dit non, mais c'est peut-être pas très sérieux. Et j'ai commencé à justement faire un peu l'inventaire de ce qui me manquait comme compétences et ce dont j'aurais besoin en fait pour réaliser ce projet. Et j'ai essayé de rationaliser un peu tout ça. Bon, pour me rendre compte que j'en étais bien loin, ou plutôt pour réadapter le projet, quoi. Et c'est là où je me suis dit que ça pouvait peut-être utile de généraliser un petit peu cette réflexion et la partager avec le club. Et c'est à ce moment-là, en fait, où le président du club m'a dit qu'il mettait en place des animateurs sécurité et que ça pouvait rentrer dans le cadre. Donc, j'ai pris la fonction, partager ce bilan de compétences avec le club et puis essayer de faire avancer les choses après, plus dans la gestion des risques. Et je crois d'ailleurs que ce bilan de compétences, vous l'avez partagé plus largement. Il est en ligne et il est super complet d'ailleurs. Tout à fait. En fait, on a mis en place, dans le cadre des animateurs sécurité, on en parlait au rassemblement, une base de connaissances que je vous invite à peupler d'ailleurs. Et ça fait partie d'une des ressources qui sont à disposition de tous les animateurs sécurité. Donc, prenez-le. Il y en a qui l'ont déjà pris, qui l'ont partagé au sein du club. J'ai eu des retours plutôt positifs. Voilà. Bon, il faut prendre le temps de le faire, mais apparemment, ça plaît.
Ok, un projet d'action peut-être qui te tient à cœur là, à partir de maintenant et pour les prochaines années, années, saisons. Justement, en fait, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est vrai que, enfin, et là, dans le cadre des animateurs sécurité, ce qui me tient vraiment à cœur, ce serait de pouvoir centraliser un petit peu toutes ces informations, ces connaissances, ces expériences qu'on a dans les différents clubs. Et puis les partager entre nous et les réutiliser. Parce qu'on se rend compte que, enfin, je vois par exemple l'Étoile du Sud, on est 150 pilotes et chaque fois que je discute avec quelqu'un a quelque chose à m'apprendre. On a un domaine de compétences hallucinant, un vivier de personnes qu'on n'utilise pas forcément. Et ce qui est vrai à l'échelle d'un club est vrai à l'échelle de la Fédé, enfin, on va dire, enfin, fédérale. Et on a tellement de choses à se partager, on fait tous les choses dans nos coins. Et au final, je pense qu'on pourrait tous en profiter. Et du coup, c'est là est venue l'idée de mettre en place cette base de connaissances là, pour les animateurs sécurité. Donc, j'espère que, enfin, Mathias, tu avais partagé un lien là-dessus qui réexplique un petit peu comment l'utiliser. Alors, j'espère que voilà, ça va prendre et qu'on va tous l'alimenter un petit peu avec ce qu'on fait de notre côté et qu'on pourra tous en profiter. Donc ça me tient vraiment à cœur, ouais, parce qu'on va tous y gagner. Super, ça fait très bien écho avec ce que tu évoquais, Mathias, au début de l'émission sur l'importance du collectif et l'interdépendance, c'est ça, le stade ultime de la courbe de Bradley. Quelque chose que tu voudrais ajouter, Benjamin, pour terminer ce portrait chinois? Écoutez, j'attends vos partages, voilà. Et puis j'espère moi aussi partager des choses. Voilà. Voilà, Bonne continuation à vous tous. Voilà, et donc juste pour préciser ces choses-là, si jamais vous avez besoin d'informations sur la dernière, donc le lien de la réunion du RASAS que je vous ai envoyé sur le mail du réseau, eh bien, vous avez aussi la présentation de l'outil qu'a développé Benjamin pour parler de tout ça. Voilà. Excellent. Eh ben, merci à tous pour les partages multiples. Jeff, Benjamin, merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions sur le chat et juste merci d'avoir été là. C'est la fin de ce live. On tient dans les temps, 1 heure pile. On l'avait promis. Prochain live, normalement le 20 janvier, 3e mercredi du mois. 18h30 ou 19h, on ne sait pas encore. D'ici là, si vous avez des idées de thèmes, des idées d'invités, si vous voulez être l'AS du mois, Benjamin a mis la barre très haute, mais bon, il y a peut-être moyen aussi de passer. Écrivez-nous à l'adresse mail livedesas@tfvl.fr, donc live des as tout attaché. Voilà, c'est la fin de ce live. Merci Mathias pour la co-animation et Merci volez Jean-Marc. bien et on se retrouve dans un mois. Merci à tous, salut. Ciao, ciao.